Cutis laxa, ostéogenèse imparfaite, dysplasie crânio-métaphysaire, toutes ces maladies aux noms scientifiques imprononçables ont un point commun, leur rareté. Derrière ces symptômes que la science ne cesse d'étudier, se cachent des visages, des parcours de vie hors normes que nous avons décidé de mettre en lumière. Rare et je vis avec est la nouvelle série de podcasts originaux créée et produite par handicap.fr. C'est comme un bouton qu'on voudrait mettre sur off mais qui ne répond pas. En 2012, Gretchen Molanen, une Américaine de 39 ans, accorde une interview aux médias Tampa Bay Times pour parler de son calvaire. La jeune femme déclare être atteinte depuis 16 ans de ce qu'on appelle le syndrome de l'excitation génitale permanente ou persistante, qui se traduit par une excitation physique incontrôlable malgré une absence totale de désir sexuel, une maladie rare qui peut provoquer plusieurs dizaines d'orgasmes par jour. Si des petits malins lui envient cette particularité, elle vit un enfer. Le lendemain de l'interview, Gretchen Molanen, à bout, met fin à ses jours. J'espère que d'autres femmes qui souffrent en silence auront désormais le courage d'en parler à un médecin, seront ses derniers mots. Plus de 10 ans après, le syndrome de l'excitation génitale permanente est certes mieux connu des médecins, mais de nombreuses patientes passent encore sous les radars du diagnostic, notamment à cause du tabou qui les réduit au silence. Si la prévalence du syndrome est d'environ 1% en France, la littérature scientifique estime que les patientes concernées sont en réalité bien plus nombreuses. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous avons décidé d'interroger un spécialiste, le docteur Antoine Fay, urologue, andrologue et sexologue. Quel est le mot, le sentiment qui revient le plus chez vos patientes atteintes de ce syndrome ? Je crois que ce qui est le plus frappant, c'est la détresse psychologique. C'est-à-dire que quand vous avez dit tout à l'heure orgasme, normalement, la notion d'orgasme, ça fait appel à une notion de plaisir, et notamment dans la sexualité. Et c'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que orgasme n'est pas égal à plaisir dans le syndrome d'excitation génitale permanente. Donc ces femmes sont complètement, pour certaines, désespérées. Et le cas que vous avez évoqué est très parlant puisqu'elle s'est suicidée. Fort heureusement, toutes ces femmes ne se suicident pas ou rarement, mais elles ont des idées. On le voit également dans les douleurs chroniques. En général, il y a des gens qui, à un moment, en ont tellement marre de leur symptomatologie, ne trouvent pas de réponse dans la médecine et à un moment peuvent être psychologiquement à bout. Et en plus, c'est un tabou parce que normalement, quand vous dites que vous avez une excitation génitale, que vous avez des orgasmes quasiment involontaires et que ceci vous calme pas, vous avez éventuellement honte de consulter. Et puis en plus, il faut trouver des médecins qui connaissent au minimum ce syndrome pour pouvoir l'explorer. Et en plus, très souvent, pour un syndrome d'excitation génitale permanent, il faut faire appel à plusieurs spécialistes. Pas uniquement un gynécologue, un sexologue, un spécialiste de la douleur, mais éventuellement un neurologue, un neurochirurgien, un psychologue, un radiologue. Vous voyez, il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais je crois que vraiment, la détresse psychologique, c'est ça qui est le plus parlant. Vous, c'est ce que vous disiez vos patientes, c'est qu'en fait, elles avaient honte de consulter ? En général, elles le disent d'elles-mêmes quand elles arrivent. Elles espèrent frapper à la bonne porte, elles espèrent qu'on va pouvoir les écouter, les comprendre, pas les juger, parce qu'il y a une espèce de... Je pense que ce podcast, il doit sévir à bien faire comprendre. On n'est pas dans la nymphomanie, on n'est pas dans le plaisir permanent. Non, non, non. On est dans le domaine médical, dans la souffrance psychologique qui se situe dans la zone génitale et qui est vécue de façon très négative. Vous parliez de nymphomanie, qu'est-ce qui distingue ce syndrome de la nymphomanie justement ? La nymphomanie, enfin bon, je suis pas psychiatre ni psychologue pour le dire, mais enfin je suis sexologue. Si vous voulez, les hommes ou les femmes qui ont des désirs sexuels importants, qui peuvent entre guillemets les assouvir parce que leur vie personnelle, sociale, relationnelle, affective leur permet, ne se plaignent pas, ne sont pas dans une douleur. Ça peut parfois les gêner dans leur vie personnelle, mais cela n'a rien à voir. Là, ces femmes qui présentent ce syndrome d'excitation génitale permanent, elles ont une sensation de tension, c'est vécu comme intrusif et ce n'est pas agréable. Donc on n'est pas du tout dans un mode d'hypersexualité. C'est l'appareil génital qui se dérègle. Et vous, comment vous en avez entendu parler la première fois de ce syndrome ? Bon, maintenant, j'ai un petit peu d'expérience, mais je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, en consultation, une femme était venue avec ce symptôme et que j'avais été totalement dépourvu de connaissances pour pouvoir l'aider comme ça, en tout cas à la première consultation, mais j'avais bien remarqué sa souffrance.
j'avais bien remarqué qu'on n'était pas du tout dans le domaine de l'hypersexualité et du plaisir. Et à ce moment-là, mais j'avais fait des recherches, je m'étais intéressé à la question parce que en consultation, je pense que relativement peu de médecins, peu de gynécologues, peu de sexologues voient ce symptôme. Mais lorsqu'il arrive, lorsque vous le voyez, il faut pouvoir être pertinent pour pouvoir lancer les bonnes explorations et puis essayer de les aider, ce qui n'est pas forcément simple, hein. Oui, la profession est pas forcément, très avertie, de ce phénomène-là, en fait. Bah, Dans ce le sont monde des médical, j'entends. consultations longues qui sont à la frontière du médical, de la douleur, du psychologique. Il faut éviter de faire du tout psychologique et se baser uniquement sur le côté psychologique et souffrance parce que vous oubliez le côté médical. Et inversement, si vous aidez pas psychologiquement votre patiente, vous n'allez pas pouvoir l'aider. Donc, c'est rare qu'un seul médecin, je vais pas dire, c'est même impossible qu'un seul médecin puisse aider ce genre de femmes. C'est-à-dire qu'en général, il faut au moins deux, trois spécialistes qui se concertent et qui mettent en partage la connaissance du dossier de façon à essayer d'être le plus pertinent possible et de l'aider par des traitements adaptés, des traitements qui peuvent être très variés. Ouais, donc on imagine qu'il y a une errance, de diagnostic, assez importante. Oui, il y a une errance de diagnostic. Après, donc, il faut taper à la bonne porte. Il faut qu'ensuite, le premier professionnel de santé qui va voir cette femme, assez souvent, c'est le gynécologue quand même, hein, parce que les femmes ont l'habitude quand même de voir un gynécologue, bah, puisse prendre le symptôme au sérieux, faire un examen attentif, lancer des examens complémentaires, éventuellement gynécologiques, d'imagerie médicale, éventuellement au niveau du pelvis, une IRM, au niveau de la moelle épinière, voire même éventuellement une IRM cérébrale, de faire une enquête sérieuse sur tous les traitements qu'elle a pris, sur son historique. C'est des consultations qui sont longues. Et ensuite, une fois que le premier médecin aura récupéré à la fois les éléments de l'anamnèse, de l'examen clinique et de tous les examens complémentaires, éventuellement complétés par un urologue, un algologue, un neurologue, un sexologue, un psychothérapeute, de façon à progressivement essayer de mieux comprendre et mieux traiter. On comprend bien que du coup, une prise en charge multidisciplinaire est nécessaire. Concrètement, quels sont les principaux symptômes? On les a un petit peu évoqués tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut revenir en détail sur ces manifestations? C'est variable, hein. Selon la définition, il y a une définition qui a été faite là, relativement récemment, là, en 2019, par l'Association américaine de sexologie. C'est que c'est une sensation de tension génitale, le plus souvent au niveau du clitoris, mais ça peut être dans tout l'appareil génital, ça peut être au niveau des grandes lèvres, ça peut être au niveau du périnée, et qui est vécue comme désagréable, voire douloureuse, qui est peu calmée ou pas calmée, voire exacerbée par un rapport sexuel ou un orgasme, et qui dure au moins 3 mois, voilà. Et qui est ou pas ou permanent ou transitoire. Il peut y avoir également des éléments déclenchants, des facteurs de stress, certaines positions, la position assise, les vibrations, notamment la voiture, le train, le bruit, la musique, et vous voyez, c'est très variable et avec des facteurs déclenchants qui sont parfois très surprenants. Quelqu'un qui écoute de la musique très fort, qui prend la voiture, et ça peut déclencher cette sensation, mais qui n'est pas une sensation agréable. Et en général, ça se déclenche autour de quel âge? On le voit à tous les âges, hein, donc j'ai pas de notion par contre s'il y a un âge moyen, mais ce sont pas forcément des femmes très jeunes, hein, ce sont des femmes qui sont en général entre 40 et 50 ans, voire plus, hein, donc c'est pas forcément parce qu'à la ménopause il y a moins d'hormones que ça arrive moins, ça peut arriver à tous les âges. Et jusqu'à combien d'orgasmes ces femmes peuvent-elles avoir par jour à peu près? Enfin, j'imagine que c'est très varié Peuvent aussi, en mais en avoir moyenne? plusieurs, mais des orgasmes, c'est pas la notion de l'orgasme de Oui, madame de tout le monde, plaisir, on hein. l'a bien compris. C'est Ouais, pas il ouais, y a bien pas sûr. la notion de plaisir associé. Il y a une espèce Mmh. de contraction, enfin de toutes les signes physiques qui caractérisent l'orgasme, mais sans la notion de plaisir. Mais certaines peuvent en avoir 2, 5, 10, 20 à la suite, mais sans que pour autant ça les calme, voire même c'est encore plus difficile. Alors, on a évoqué les facteurs déclenchants. Est-ce qu'au contraire, il y a des méthodes de prévention ou des techniques qui permettent de limiter ces symptômes? Les recommandations américaines, elles sont bien faites parce qu'elles disent en gros que quand on a un syndrome d'excitation génitale permanent, il y a 5 domaines à explorer. Il y a le domaine génital avec le domaine du clitoris et la zone, et c'est là où il
il faut bien voir s'il y a une anomalie. Si le gynécologue trouve certaines anomalies locales, cutanées, une irritation, il faut traiter localement parce que parfois c'est peut-être quelque chose qui est très bénin. Ensuite, il y a la deuxième zone qui est la zone de tout le périnée. Ça comprend bien sûr la vessie, la zone de la marge anale, voir s'il y a une anomalie. Après, il y a la zone au niveau de la queue de cheval, c'est-à-dire toute la commande neurologique en dessous de la moelle épinière. Ensuite, il y a toute la colonne vertébrale avec la moelle épinière, et puis il y a le cerveau. Donc, il faut étudier tout ça. Et évidemment, selon ce que vous trouvez au bilan, ça va orienter éventuellement votre prise en charge thérapeutique. Bien sûr, dans tous les cas, il faut une prise en charge psychologique, parce que la prise en charge psychologique, c'est en général à base de thérapies cognitivo-comportementales, mais ça peut être également des techniques de sophrologie, d'hypnose, même si on n'a pas d'études particulières, si certaines choses peuvent les calmer, comme l'acupuncture ou quoi que ce soit, peu importe. Mais ensuite, selon ce que vous allez trouver au bilan, si vous trouvez rien, vous allez tâtonner. Il y a des traitements médicaux qui peuvent être testés, des traitements qui sont éventuellement des antidépresseurs, des antalgiques, des médicaments anxiolytiques, certains médicaments qui jouent sur la contraction musculaire, des traitements au niveau génital, des crèmes, des traitements, éventuellement modifier le contexte hormonal. Si vous trouvez des anomalies au niveau de la queue de cheval ou si vous trouvez des anomalies au niveau de la colonne vertébrale, vous posez la question éventuellement de régler ce problème-là, parce que peut-être que ça peut induire ces troubles. C'est-à-dire, en gros, vous allez chercher, et si vous trouvez quelque chose, vous essayez de traiter. Mais par contre, il ne faut jamais promettre qu'en traitant une anomalie, vous allez être sûr de régler le syndrome de l'excitation génitale permanente. Je m'explique et je vous donne un exemple. Il y a par exemple quelque chose qui est assez rare, mais qui a été montré dans le syndrome d'excitation génitale permanente. Il y a des kystes qui s'appellent les kystes de Tarlov. C'est des petites zones kystiques qui sont au niveau de la queue de cheval, donc dans la commande neurologique. Quand on sait que ça peut être trouvé dans les syndromes d'excitation génitale permanente et ça peut s'opérer, mais c'est des opérations délicates. Et si on opère, c'est pas sûr que derrière ça s'améliore, mais ça peut. Vous voyez, donc après, selon votre bilan étiologique, vous allez essayer d'expliquer à la patiente que vous n'avez pas de solution miracle et que vous avez que des traitements empiriques sans aucune garantie d'amélioration. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'équivalent du priapisme chez les hommes, qui consisterait à avoir une érection douloureuse et permanente? Non, c'est pas l'équivalent du priapisme chez l'homme, parce que le priapisme chez l'homme, c'est, même si c'est parfois inconnu dans son étiologie, c'est beaucoup plus simple. Voilà, vous avez la verge qui est en érection, qui reste en érection, l'érection devient douloureuse, les corps caverneux souffrent. Vous faites des examens biologiques et qui vous montrent que le sang à l'intérieur des corps caverneux est épais, la verge est en train de souffrir, on a un antidote, c'est une urgence, il faut aller aux urgences, voire parfois, si c'est un échec, à ce moment-là, vous allez mettre un implant. Donc, c'est beaucoup mieux connu en termes de physiopathologie et de traitement. Hein. Donc, c'est pas du tout l'équivalent. Même si ça, mais ce qu'il y a en commun, c'est que il y a un phénomène extérieur d'excitation, c'est-à-dire qu'il y a une érection. Mais c'est pas pareil une érection qui est bien vécue avec des possibilités de rapport sexuel qui calment pas les choses. Hein. Quel impact ça peut avoir sur la sexualité? C'est un impact énorme parce que j'ai vu des patientes qui venaient avec leur conjoint. De façon naturelle, au début, ils essayent de voir si les rapports sexuels peuvent calmer les choses, comme l'homme pris à pic essaye de voir si ça calme, puis il voit que ça calme pas. Et que non seulement ça calme pas, mais qu'il n'y a pas la notion de plaisir. Donc, normalement, un rapport sexuel doit avoir la notion de plaisir, de relation qui soit intéressante quoi, pour la femme, pour l'homme, pour le couple. Alors que là, non, c'est simplement comme une espèce de traitement et l'homme essaye d'avoir plusieurs rapports sexuels en disant peut-être qu'en ayant plusieurs, ça va calmer les choses. Et puis finalement, il s'aperçoit que non. Et puis même à un moment, il n'y arrive plus parce que de toute façon, ses capacités érectiles et sexuelles avec la période réfractaire n'auront plus pouvoir. Donc, ça déséquilibre l'équilibre sexuel du couple. Hein. Et dans le quotidien, en quoi c'est handicapant pour la femme? Ça dépend des zones gâchettes qu'elle a. Imaginez une femme qui est, ça c'est provoqué par les vibrations et en voiture ou dans le bus. Si elle doit aller travailler en métro et que quand elle prend le métro parce que c'est la seule solution pour aller travailler, ça va être déclenché en allant au travail. Et toute la journée elle risque d'être ennuyée. Donc il faut qu'elle évite certaines positions, certains bruits, certaines musiques. Ça dépend de son seuil de déclenchement. Est-ce que vous-même, vous avez rencontré des patientes qui vous ont confié avoir arrêté de travailler?
Très souvent, elles sont dans un tel état psychologique avec un syndrome dépressif réactionnel qu'elles sont très souvent arrêtées par leur médecin parce qu'elles sont, psychologiquement, pas forcément aptes à travailler pour beaucoup, hein. Et vous, personnellement, combien vous avez traité de patientes à peu près qui souffraient de ce syndrome? Oh, c'est une pathologie rare. Moi, je dirais comme ça, à Bisto des Nas, comme disent les gens du sud, ça veut dire à vue de nez, une vingtaine de patientes. Oui, depuis une vingtaine d'années à Une peu près que vingtaine de vous... patientes avec beaucoup de perdu de vue parce que certaines patientes sont dans une errance médicale, donc il y a un moment, vous les voyez une fois, 2 fois, vous essayez des traitements. Certaines vont mieux, d'autres vont pas forcément mieux, même si vous essayez de mettre tout en œuvre pour qu'elles aillent mieux. Ce qui est positif et négatif à la fois de nos jours, c'est qu'il y a une encyclopédie médicale, incomplète et imparfaite qui s'appelle internet. Donc les gens naviguent sur internet pour tous les problèmes médicaux, donc ils voient parfois certaines choses, ils disent: «Tiens, j'ai peut-être essayé ça, j'ai peut-être aller voir tel médecin qui en parle», et cetera, et cetera. C'est très difficile de savoir ce que toutes les femmes que j'ai vues sont devenues. J'en ai pas vu depuis au moins 6 7 mois là, bon, et celles que j'ai vues, certaines vont mieux, d'autres, je ne sais pas ce qu'elles sont forcément devenues, hein. C'est une grande difficulté, hein. Et vous nous disiez justement, en préparant cette interview que la plupart ne souhaitaient pas forcément en reparler, du moins publiquement. Est-ce que c'est parce qu'elles subissent, notamment des discriminations au quotidien? Non, c'est pas une histoire de discrimination, si vous voulez, parce que, elles ont quand même trouvé, je veux dire, une écoute, médicale. Donc si vous voulez, on a pris les choses très, très au sérieux. Quand les gens sont extrêmement impactés psychologiquement, le simple fait d'en parler leur fait du mal. C'est très, très difficile. Par exemple, imaginez, je vais vous donner un autre exemple, mais vous allez comprendre. Si vous avez quelqu'un qui a un cancer polymétastatique, qui est en soins palliatifs, qui sait qu'il va mourir dans les semaines qui viennent, enfin qui est vraiment dans un état psychologique, vous dites: «Bah, est-ce que vous voulez faire une interview pour dire comment vous vivez les choses?» et cetera. Non, il a pas envie. C'est pas une histoire de honte, c'est une histoire de le simple fait d'en parler me ramène à cette condition-là et je peux pas l'oublier, mais j'ai pas envie d'en parler plus que ça. Mais est-ce que vous, les patientes que vous avez rencontrées, vous faisiez part de discriminations vécues au quotidien? Non, non, parce qu'en général, elles le disent pas au quotidien à leur entourage, hein. Enfin, j'ai pas le souvenir qu'elles le disaient à leur entourage en dehors de leur conjoint, mais bon, ce qu'elles disaient, c'est que c'était difficile, je me souviens d'une qui disait que c'était difficile d'expliquer à son employeur qu'elle était dépressive à cause de ça et que son Oui. employeur comprenait pas pourquoi elle était en arrêt depuis X temps pour un syndrome dépressif, alors qu'elle avait 45 ans, pas de maladie particulière, le médecin quand il remplit la feuille de sécu, il met syndrome dépressif, il met pas syndrome dépressif à cause d'un syndrome d'excitation génitale permanent et elle avait pas envie de dire à son employeur les choses. Donc la difficulté, c'est de pas avoir envie de le dire à tout le monde. C'est pas une histoire de honte, mais vous savez, pour quelque problème médical que ce soit, et le secret médical s'applique, hein, y compris aux médecins du travail, hein. Le médecin qui fait l'arrêt de travail reste parfois très vague dans l'intitulé, hein. Ça veut dire que pour la plupart, c'est quand même, quelque chose qu'elles arrivent à masquer au quotidien dans leur vie sociale, professionnelle? Bah, fort heureusement, parce qu'il y a dans les syndromes d'excitation génitale permanent, même si on l'appelle comme ça, il n'est pas toujours permanent pour toutes, quoi. Voilà, Mmh. celle où elle sait que ça arrive de temps en temps, quand elle est très fatiguée, si elle prend, la voiture trop longtemps, s'il y a de la musique fort, s'il y a une situation particulière, bah, elle fait tout pour éviter les situations où elle sait que ça peut arriver. C'est comme une migraineuse qui sait que quand elle a pas bien dormi, qu'il y a trop de soleil, qu'elle est fatiguée, elle risque de faire une crise de migraine, bah, elle essaye de pas se mettre en condition pour faire une crise de migraine. Elle essaye d'éviter que ça commence. Le meilleur traitement, c'est la prévention. Oui, avec les stratégies d'évitement. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de recette miracle, en matière, thérapeutique. Est-ce que vous avez l'espoir qu'un jour, la recherche avance à ce sujet-là? La prise en charge, elle va avancer parce que dans tous les congrès de maintenant d'algologie, de sexualité, de sexologie, de médecine sexuelle, le syndrome d'excitation génitale permanent, il est quand même connu maintenant. Après, tout le monde s'en occupe pas Mmh. forcément, mais il est connu. Mais après, si vous voulez, c'est pas quelque chose de simple à étudier pour la recherche parce qu'on voit bien que les syndromes d'excitation génitale permanent, c'est jamais forcément la même cause. Donc, je vois pas comment on pourrait, entre guillemets, trouver le médicament miracle comme ça des syndromes d'excitation génitale Mmh. permanent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on trouve un kyste, une anomalie, on trouve quelque chose qui peut expliquer les choses. En général, ce sont plutôt des femmes jeunes. Celles-là, bon, on se dit, voilà, peut-être que si on enlève cette cause
choses-là, on va régler les choses. C'est comme en matière de douleur, en algologie, vous savez, il y a des douleurs chroniques qui sont inexpliquées, des douleurs pelvipérinéales. Là, je ne vous parle pas de syndrome d'excitation génitale permanent. Il y a des hommes ou des femmes qui ont des douleurs. Tous les bilans sont faits. On a tout fait, tous les scanners, IRM, exploration non, tout ce que vous voulez. Et puis, il y a toujours les douleurs. Et à un moment, quand on ne comprend pas, on essaie quand même de soigner le symptôme. C'est comme si on Oui. disait, est-ce que vous pensez qu'un jour, toutes les douleurs, on pourra les calmer, on comprendra pourquoi les gens ont mal? Non, je ne pense pas. Quel conseil pourriez-vous donner à une femme qui se reconnaît dans la description que vous faites de cette maladie? De s'en ouvrir à son gynécologue, parce que je pense que ça passe par là. Les généralistes, je pense, seront peu à même de faire un examen génital, périnéal précis. Que le gynécologue, si lui ensuite pense que ça pourrait être le diagnostic, d'envisager soit une première ligne d'examen complémentaire, soit d'envoyer à un médecin qui est plus spécialisé là-dedans. Voilà, c'est la porte d'entrée idéale, c'est le gynécologue. C'est pas forcément le sexologue, parce que le sexologue, il aura besoin d'avoir un examen génital. Beaucoup de sexologues ne sont pas médecins, peuvent pas faire d'examen médical. Je pense que l'examen médical, même s'il y a une répercussion psychologique importante, l'examen médical, il est indispensable. Et je pense que c'est le gynécologue qui est le mieux placé au départ. Vous, en tant que professionnel de santé, quel message vous souhaiteriez faire passer sur ce syndrome? Là, on est dans le génital, on est dans l'anatomique et dans le psychologique négatif et dans la souffrance. Donc, je crois que c'est ça qui est important à faire passer. Ces femmes ne sont pas excitées sexuellement. Et cette excitation génitale est douloureuse et mal vécue et non calmée ou mal calmée par l'orgasme et peut être provoquée par des situations de la vie courante totalement très éloignées de la sexualité. Quand on écoute de la musique très fort, qu'on s'assoit, qu'on a des vibrations dans le métro, on ne peut pas dire que ça soit réellement un stimulus sexuel. Mais ça peut être un stimulus génital. Eh bien, merci Dr Fay pour cet éclairage sur une maladie taboue et souvent méconnue, le syndrome de l'excitation génitale permanente. Si vous pensez être concerné par cette maladie, n'hésitez pas à vous rapprocher, comme on l'a dit, de votre gynécologue. À bientôt! Vous écoutiez un épisode de la série Rare et je vis avec, un podcast sur les maladies rares produit et réalisé par handicap.fr. Pour retrouver tous les autres épisodes, rendez-vous sur le site handicap.fr rubrique podcast ou sur toutes les plateformes d'écoute.